C'est avec grand plaisir que nous allons aborder maintenant des sujets liés à l'assurance, le droit, un cadre juridique et assurantiel que nous avons discuté avec 3 intervenants, dont une personne, maître Elisabeth Gelot, qui nous rejoindra en visioconférence. Donc je ne l'invite pas sur scène, mais je la salue et j'invite sur scène Thomas Lemaire d'ABE Courtage. Et, excusez-moi parce que vous m'avez caché c'est gentil, Sarah Fruy de Bâti-Récup. Merci à vous deux d'être en présentiel et merci à Elisabeth Gelot d'être avec nous en distanciel. Est-ce que Sarah... Merci Sarah, vous êtes là. Bonjour, je vous salue, on ne s'est pas encore salué. Ravi, asseyez-vous. Thomas Lemaire, asseyez-vous. On les applaudit tous les 3 parce que ça crée de la bonne ambiance, même si ce n'est pas du tout pour être dans l'excès du phénomène... enthousiaste, mais c'est important parce que nous essayons de faire face à des défis et des enjeux qui peuvent être parfois un petit peu anxiogènes. Et nous, on est là pour les aborder avec du concret, mais aussi des bonnes réflexions. Merci, Maître Gelot, d'être avec nous. Je vais vous donner la parole en premier parce qu'en visio, c'est un petit peu moins commode, donc je vous remercie de votre temps. Vous êtes avocate en droit d'économie circulaire depuis une petite dizaine d'années, 8 ans je crois, si je ne me trompe pas. Vous m'avez parlé de comment vous étiez là un petit peu au début. Vous êtes ravi que ça prend un peu plus de place dans la sphère juridique, si j'ose dire. Et donc vous allez nous parler un petit peu de ce cheminement de cette sphère pour que justement on améliore un petit peu le suivi de l'économie circulaire dans le bâtiment. Merci d'être avec nous. Maître Gelot, vous avez la parole. Et vous nous voyez bien ? Je vous vois bien, je me vois moi-même aussi, je suis énorme. Oui. Oui. Et votre travail, il est aussi d'énorme importance. Merci d'être... On vous voit et on vous entend très bien. Ok, bonjour à tous. Désolée de ne pas pouvoir être là. À chaque fois, c'est mon grand regret, mais vous êtes si loin en Bretagne et j'ai des bébés à la maison, donc ça me voudrait bien ne pas les voir pendant 2 nuits. Donc à chaque fois, je ne viens pas. Félicitations et bon courage. Donc, merci. Entraîneur. Et robustesse. Juridique et assurantiel, peut-être qu'on peut voir les choses en 2 temps. Tout le côté, le fait que la demande est de plus en plus importante grâce notamment aux évolutions juridiques. Donc effectivement, depuis 2020, on a fait passer les acteurs du emploi, les architectes ont beaucoup œuvré en termes de plaidoyer pour inscrire des obligations pour avoir de plus en plus de réemploi, tant au stade de la déconstruction, donc par exemple qui va être diagnostic PEMD, que ce qu'on va avoir aussi les obligations de veiller au recours aux matériaux de réemploi pour la commande publique. On a aussi des évolutions qui nous viennent plus du droit européen avec notamment le règlement éco-conception qui, a priori, dans les 10 prochaines années, va vraiment changer la donne avec des obligations justement dans les marchés publics quantifiées potentiellement de produits ou d'équipements de réemploi, des obligations aussi de passeport numérique des produits qui vont permettre pour chaque produit de construction qui va être mis sur le marché d'avoir un passeport numérique qui va être conservé pendant un grand nombre d'années et sur lequel on pourra avoir justement les préconisations en termes de réemploi, de dépôt sélective et qui pourraient être renseignées par les différents acteurs au fur et à mesure, notamment les reconditionneurs ou les réparateurs. Donc tout ça va normalement nous permettre de rentrer un petit peu dans l'ère du réemploi de manière beaucoup plus systématique, en tout cas sur les gros projets, sur les plus petits projets, tout ça, forcément ça sera une autre dynamique potentiellement plus en lien avec les ressources historiques. Et donc on a toute cette démarche, en tout cas au stade de la prescription qui est de plus en plus importante. Et puis, je rajoute aussi peut-être d'autres textes qui peuvent intéresser tout ce qui est CSRD et taxonomie, qui sont les textes européens qui s'appliquent plutôt aux grosses entreprises, mais qui vont les obliger soit à reporter, à fournir de la donnée justement sur leur démarche en matière de remploi, soit les contraindre carrément si elles veulent avoir des activités durables et qui sont labellisées comme telles et donc qui vont pouvoir bénéficier de certains prêts ou certains investissements en tant qu'entreprise durable, faire du renfort. Donc tout ça, ce package en tout cas devrait nous permettre de booster un petit peu la demande et de systématiser le recours aux matériaux de renfort sur les projets. Et puis ensuite il y a tout le volet pour le coup offre. Et là où on voit qu'il y a eu énormément de chemin aussi qui a été fait par les acteurs de la filière structure. Donc là, aujourd'hui, ce qui reste en termes d'enjeux, c'est surtout de régler une bonne fois pour toutes, ou en tout cas d'avancer sur le sujet assurantiel
la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est le sujet de la responsabilité. Et ensuite, on a des sujets essentiels qui nous intéressent. Donc, le problème de la responsabilité, c'est qu'en France, on a, et c'est un petit peu une spécialité chez nous, on a depuis les années 70-80 une garantie décennale qui va peser sur l'architecte et sur les entreprises de travaux et puis surtout les constructeurs en fait, qui ont participé à la de construire et qui durent 10 ans à compter des réserves. Et en gros, c'est une responsabilité qu'on ne peut pas aménager contractuellement. Donc, par exemple, on ne peut pas vraiment se mettre d'accord entre nous et dire, par exemple, je ne sais pas, le maître d'ouvrage fournit du réemploi ou prescrit du réemploi, mais par exemple, il écarte la garantie pour les matériaux. Et ça, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on a ce problème de cette responsabilité qui est très lourde, qui pèse sur les acteurs et qui est assortie du coup d'une obligation d'assurance, pareil, on ne peut pas décider de ne pas assurer un chantier, c'est obligatoire pour le maître d'ouvrage et puis derrière pour les différents acteurs. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui se passe dans la chaîne de l'emploi, c'est que les assureurs derrière cherchent à chaque fois à s'assurer qu'ils auront un recours et qu'ils ne vont pas supporter l'intégralité du sinistre. Donc, l'assureur du maître d'ouvrage s'assure que les entreprises sont bien assurées et la maîtrise d'œuvre. Et les assureurs de ces acteurs-là veulent s'assurer que derrière, il y a le fournisseur des matériaux qui est bien assuré. Et si le sinistre est bien vu des matériaux, il aura aussi son recours. Et aujourd'hui, en gros, ce qui fait un petit peu défaut, c'est ça, c'est le dernier maillon de la chaîne, c'est que dans le cadre de l'emploi, c'est plus comme on avait avec un fabricant qui est bien assuré. On a plein de petits acteurs qui peuvent vendre les matériaux, des ressourceries, des maîtres d'ouvrage, des vendeurs plus ou moins professionnels, des entreprises de travaux, voilà, il y a pléthore. Et donc, ça crée un petit peu cette insécurité du point de vue de l'assureur où il se dit, mais en cas de sinistre, en fait, je ne sais même pas si j'ai un recours. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on est un petit peu en train de régler, c'est ça, en faisant évoluer les polices d'assurance pour inclure certaines familles de matériaux de manière récurrente parce que le risque n'est pas important, ou alors en structurant des filières de reconditionnement via des plateformes qui, elles, en fait, vont du coup monter en compétence sur le reconditionnement des matériaux et pourront bénéficier de garanties à l'instar d'un fabricant de matériaux. Et du coup, on retrouvera une chaîne classique. Voilà, donc on en est là, et l'autre levier qu'on a et sur lequel, selon moi, il faut impérativement travailler, c'est d'arriver quand même un petit peu à faire évoluer ce cadre juridique, notamment sur la garantie décennale, pour l'adapter à l'éco-construction. Et là, je parle de manière plus large que l'emploi, mais l'éco-construction, ça implique plus d'innovation et ça implique de pouvoir se mettre d'accord entre les acteurs de manière beaucoup plus flexible sur les partages de responsabilités. Et donc ça, il y a un projet d'ordonnance qui est sur la table du gouvernement depuis déjà plusieurs années, mais donc le projet est toujours là, l'ordonnance pour l'instant n'est toujours pas en cours de signature. Et donc je pense qu'il y a vraiment un sujet de plaidoyer pour aménager un petit peu les garanties décennales et les garanties constructeurs pour qu'on puisse se mettre d'accord de manière beaucoup plus négociée en fonction des projets sur qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui n'est pas couvert, et ça permettra de débloquer à chaque fois des sujets de manière beaucoup plus simple. Merci Maître Gélo. Est-ce que j'ai compris deux ou trois choses dans ce que vous avez dit? On a un souci déjà de est-ce que les produits qui vont plus être issus du réemploi rentrent dans des cadres juridiques existants, notamment cette garantie décennale? Et est-ce que c'est aussi un sujet de multiplicité des acteurs pour justement quelle attribution de responsabilité, interprétation de la responsabilité? Est-ce que je résume c'est des leviers d'améliorer un petit peu l'économie circulaire dans le bâtiment? Est-ce que j'ai bien identifié ces deux-là ou c'est plus nuancé? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un sujet de chaîne de responsabilité, arriver un petit peu à clarifier en fait le rôle et l'intervention de chacun et un petit peu arriver à standardiser un petit peu pour que ça devienne une norme sur les chantiers et que chacun sache exactement qu'est-ce qui lui appartient de faire dans quel jeu d'emploi. Et puis le deuxième sujet du privé qui est celui du produit et de l'assurabilité du produit. Oui. Et là, c'est le sujet plus effectivement de l'industrialisation, potentiellement, en tout cas du rôle des plateformes pour centraliser un petit peu les matériaux, résoudre la question du stockage et derrière aussi résoudre cette question de la garantie produit en ayant une approche effectivement de recaractérisation et de repréparation des matériaux.
Excellent. Restez avec nous, Maître Gelot. Vous avez, je pense, vraiment bien préparé la transition vers Thomas Lemaire, qui est à l'interface du travail avec les assureurs. Vous êtes technicien aussi des assurances. Et quand on a échangé, Thomas Lemaire, avant cette table ronde, vous avez utilisé une phrase qui est très... qu'on retient bien. On doit maintenant assurer, c'est comme si on devait assurer une voiture qui n'est pas sur le marché. Un petit peu comme ça, vous faites une analogie avec l'arrivée de l'économie circulaire et tout ce que ça implique dans le secteur du bâtiment. Oui, alors le parallèle est peut-être un petit peu difficile, mais l'idée c'est que... Vous prenez le temps de bien recontextualiser, bien sûr, oui, je vous en prie. Avec le réemploi, on achète une voiture d'occasion et on demande les mêmes garanties qu'une voiture neuve. Donc pour l'assureur, ce n'est pas la même chose. Et l'assureur, lui, pour pouvoir apporter des garanties, veut savoir ce qu'il doit assurer. Et ce qu'il assure, aujourd'hui, il le sait par rapport à des avis techniques, des normes, des DTU, enfin tout un corpus de textes de référence. En dehors de ces textes, l'assureur dit « je ne connais pas ». Donc c'est une technique non courante. Vous trouverez ça dans tous les contrats assurance. Une technique non courante. Donc je lève le pied et je freine et j'empêche les évolutions. Donc vous êtes des pionniers dans la démarche qui va aller vers la normalisation du risque, vers la massification de l'économie circulaire, etc. Et à l'inverse, le tunnel est creusé également par des cabinets de courtage, par des entreprises, par des intervenants qui disent il faut qu'on avance sur les rôles de chacun, les responsabilités de chacun pour qu'on y voit clair. L'idée pour l'assureur, c'est qu'en cas de sinistre, aujourd'hui, il vient chercher la responsabilité des constructeurs et il vient chercher la responsabilité du fabricant. Le fabricant disparaît. Plouf, il n'y a plus personne. Donc je vais chercher la responsabilité des entreprises sans recours contre les fabricants dès lors que j'ai un défaut de produit. Et si j'ai vraiment un défaut de produit, la question c'est est-ce qu'on se retourne vers les plateformes de réemploi? Est-ce qu'on se retourne vers le reconditionneur? Est-ce qu'on se retourne vers le qualificateur? Est-ce que le déconstructeur porte une nouvelle responsabilité également parce qu'il a mal conservé, mal transporté le produit, que ce produit est maintenant vicié? C'est la démarche de l'assureur, elle est dans le tunnel où on va se rejoindre, j'en suis certain. Elle est dans comment je vais faire le jour où il y aura un sinistre, puisque ce sinistre, s'il survient et dans un délai de 10 ans, il doit pouvoir être couvert par un contrat d'assurance. Quel est le contrat? Quelle est la tarification? Et aujourd'hui, on propose une voiture neuve, une voiture d'occasion avec des garanties véhicules neufs, mais également on ne connaît pas encore la marque de la voiture, sa puissance, sa forme. Et donc, on est en train de construire avec des référentiels. Et aujourd'hui, l'un des premiers référentiels, alors qui plaît beaucoup aux assureurs, c'est les éléments structuraux en acier qui bénéficient de recommandations professionnelles. Et les assureurs ont dit « Ah, recommandations professionnelles, ça je connais, c'est dans mon référentiel, c'est couvert ». Donc, dès lors que vous construisez avec des éléments structuraux en acier, vous n'avez même pas besoin de poser la question à votre assureur. Dès lors que vous respectez les recommandations professionnelles, vous êtes en technique courante, vous êtes dans le contrat. Mais vous réemployez de la charpente bois. Je n'ai pas encore aujourd'hui de recommandations professionnelles écrites qui permettraient de normaliser, de standardiser le risque pour l'assureur. C'est ça la démarche qui est entreprise. Cet après-midi, on aura l'intervention sur le programme Spirou qui liste 10 familles de produits pour lesquels on se rapproche des recommandations professionnelles, mais on n'y est pas encore. Il n'y a pas de recommandations professionnelles pour l'utilisation des blocs portes de distribution, pour les lavabos. L'analyse du risque aussi pour l'assureur, quand il va dire c'est quoi la marque de votre voiture, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on le convainque que réemployer un lavabo, franchement, le risque, il est peanuts. Mais il faut lui écrire, il faut le justifier, il faut l'argumenter, il faut l'accompagner avec des plateformes, avec des techniciens qui disent voilà, quand on prend un lavabo, on met un coup de marqueur dessus, la faïence est en bon état, je repars pour 10 ans. Le problème, c'est que la personne qui va écrire ça prend une responsabilité de 10 ans sur un produit qu'elle n'a pas fabriqué, mais qu'elle a reconditionné, qu'elle a réestampillé. J'ai bien compris, Monsieur le maire, la responsabilité décennale est transférée quand on fait ce travail de description du produit? On peut voir sa responsabilité recherchée comme un architecte qui dessine un bâtiment. On lui dit 10 ans après, tiens, tu t'es trompé, la fenêtre, là, tu ne l'avais pas mise au bon endroit, il y a un problème de sécurité incendie, on vient chercher ta responsabilité. D'accord. Celui qui dit, voilà mon produit, le fabricant aujourd'hui, qui dit, voilà mon produit, vous pouvez l'utiliser comme ci, comme ça, on est en droit d'aller chercher sa responsabilité. Alors c'est beaucoup plus difficile. Oui, c'est un point important, excusez-moi. La responsabilité du fabricant, ce n'est pas la responsabilité des entreprises.
En général, là, il faut prouver la faute du fabricant, il faut prouver la faute de la personne qui va requalifier. Donc ça va être un petit peu plus compliqué que la présomption de responsabilité qui pèse sur les entreprises. Mais pour les entreprises, c'est une possibilité d'aller recourir contre, comme l'a dit Maître Gélo, contre le fabricant. Si l'entreprise a posé un produit, n'y a pas touché et que le produit vient à périr, il faut pouvoir dire la faute, ce n'est pas l'entreprise, c'est le fabricant. Aujourd'hui, dans le système de répartition et de recherche des responsabilités, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça a évolué positivement, la clarification des questions de responsabilité depuis 10 ans, et ainsi rassurer des assureurs, ou est-ce que... Pas du tout. Oui, d'accord. En fait, la judiciarisation des opérations, Oui. le consommateur, le code de la consommation augmente en épaisseur. Le consommateur, et nous sommes tous consommateurs et nous en profitons, le consommateur a beaucoup de est très protégé, préservé. Il a le droit de dire qu'il n'est pas content. Sur le réemploi, si on n'informe pas un propriétaire d'un appartement, voilà, vos toilettes sont des toilettes de réemploi, il va dire mais c'est quoi là? Il y a un petit impact, il y a une petite trace. J'en veux pas. Je suis consommateur, j'ai acheté du neuf, je veux du neuf. Et si on lui a pas dit attention, c'est pas attention, c'est dans le cadre de la démarche de la promotion, nous avons prévu des toilettes de réemploi. Ces matériaux peuvent présenter de légers défauts, etc. Mais le consommateur pourra dire mais de légers défauts, mais c'est pas un léger défaut. Moi, hors de question que je me pose sur ce genre de toilettes. Hop, vous m'envoyez ces toilettes à la poubelle, je veux des toilettes neuves parce que je mérite des toilettes neuves. Et le code de la consommation le préservera en disant oui, effectivement, le maître d'ouvrage, il faut qu'il ait de belles choses puisqu'il a payé un certain prix. Enfin, on est dans une démarche quand même qui est favorable au consommateur et qui est dans la jurisprudence. Alors, on a quelquefois des jurisprudences, mais là, je ne vais pas parler à la place de Maître Géo, quelquefois des jurisprudences qui sont favorables aux constructeurs, mais c'est plutôt rare. D'accord. Sarah Fruy, vous travaillez à Bâti-Récup. Vous êtes consultant, vous accompagnez sur tout ce qui est réemploi de matériaux. Vous connaissez un petit peu ces cadres réglementaires, juridiques dans lesquels évoluer. Mais qu'est-ce que vous inspire un petit peu ces propos sur un petit peu la difficulté de ce cadre assurantiel et juridique, et qu'est-ce que vous proposez pour le secteur? Oui, alors bonjour à tous. Donc Bâti-Récup, on est bureau d'études AMO Réemploi et on est aussi une plateforme logistique qui gère de la vente et du stockage à Rennes. On travaille, là je vais vous donner un exemple très concret, à la ville de Saint-Brieuc pour l'école Balzac. Et dans ce cadre-là, on a lancé bien en amont dans les études un dossier de requalification des matériaux. Donc ça consiste avec le bureau de contrôle Alpes Contrôle, que vraiment je félicite pour son travail parce que c'est vraiment agréable de travailler avec eux. On anticipe toutes les conditions de réemploi de ces matériaux, à savoir dans quel type d'espace on peut les remettre, dans quelles conditions on va pouvoir les déposer, les analyser, les tester et les requalifier. Et ça ne résout pas tout, mais en tout cas, le bureau de contrôle a listé des matériaux que lui ne considérait pas comme avoir à justifier ou avoir à tester, donc la pierre, des choses assez basiques. Par contre, dès qu'on rentre à l'intérieur du bâtiment, on va avoir des matériaux plus complexes. Et là, celui qui va poser le plus de problèmes aujourd'hui, c'est le faux plafond. Mais par contre, sur des portes, sur... on a, je ne vais pas tout vous lister parce qu'on a une belle liste de matériaux dans cette école qui va être mise en place. On a juste un dossier de requalification qui va être fait. Voilà. Et donc ça permet d'avoir un passeport, ce que disait Elisabeth tout à l'heure. Donc c'est la fiche d'identité du matériau qui va dire d'où il vient, est-ce qu'il est apte à répondre à son nouvel usage et comment on va faire pour le préparer pour qu'il réponde à ce nouvel usage. D'accord. J'ouvre tout de suite question de la salle. Si vous avez des mains levées, super, devant et derrière, là-haut. Super. Ah oui, pardon, Rémi, excusez-moi. Je profite juste d'un instant. Non, allez-y, je vous en prie. Pour dire qu'on lance justement le lot zéro réemploi cette semaine pour l'école Balzac. Donc à toutes les structures qui sont OK pour participer à ce chantier, on vous attend là pour répondre à cet appel d'offres avec nous. C'était ici, je vous en prie. Bonjour, donc je suis architecte. Je voulais savoir quelle était la différence, par exemple, pour un plombier de poser en réemploi un lavabo que de déplacer un lavabo chez un particulier. En fait, on peut se dire qu'il s'engage sur un acte qui est de poser un lavabo. Et on a l'impression que sur du neuf avec du réemploi, ça va être compliqué. Alors que chez un particulier en rénovation, pourtant, le geste est le même, mais a priori, ça pose moins de problème. Voilà.
ou est-ce qu'ils s'engagent différemment? Quelle est la différence? Moi, je peux répondre, à moins que Maître Gélos préfère répondre. Allez-y, puis je vous réponds. Le fait de prendre un lavabo, de le déplacer dans la salle de bain ou de le mettre dans l'étage, etc., ce n'est pas constitutif d'un ouvrage. Juridiquement, c'est de l'entretien, c'est de la maintenance. On n'engage pas sa responsabilité à déplacer un lavabo, à bouger 3-4 ardoises sur un toit. On n'engage pas la responsabilité décennale. Donc ça, c'est un premier point sur l'ampleur des travaux qui engagent ou pas la responsabilité décennale des constructeurs. Ensuite, sur le fait de réemployer un lavabo, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, c'est que les assureurs disent est-ce que ce lavabo est conforme à une norme? Si on n'arrive pas à le justifier, eh bien pour l'entreprise, ça va être du réemploi de matériaux non certifiés, non qualifiés, non tracés, etc. D'où le travail en amont, qui me paraît être fondamental, et la certification par un contrôleur technique, par un qualificateur. Donc les assureurs ont sorti le nom du qualificateur, sauf que c'est un métier qui n'existe pas encore, qui pourrait le devenir ou pas. C'est une stratégie à envisager également. Ce que je veux dire néanmoins, c'est que la couleur de mes cheveux montre que j'ai quand même fait quelques années de chantier. Du réemploi, on en a toujours fait. J'ai fait des chantiers où on réemployait de l'ardoise, des matériaux de façon tout à fait classique. Sauf que ça se faisait plutôt à la bonne franquette et il n'y avait pas cette massification. Et on se posait la question, pour un chantier, le couvreur récupérait un lot d'ardoises et lui-même triait ses ardoises. Il y avait de la pyrite, il n'y en avait pas, etc. On n'était pas dans un même engagement. Donc, il faut dire attention, mais il ne faut pas non plus crier au loup. On va avoir plein de chantiers de réemploi qui ne poseront aucun problème. La difficulté, c'est que l'entreprise doit pouvoir, le bureau d'études, l'architecte, le maître d'œuvre, tous les intervenants doivent pouvoir se dire « Ok, je suis bien couvert pour mon activité ». Il y a un point important, par exemple, ce que je vois apparaître, c'est la définition des matériaux qui avant était faite par un économiste. Et aujourd'hui, je vois de plus en plus le bureau d'études thermiques qui prescrit, qui dit faudra faire ci, il faudra faire ça. Et par rapport à la réglementation RE 2020 qui diminue ses seuils au 1er janvier, le bureau d'études va dire si vous voulez rentrer dans le seuil, il va falloir réemployer ceci, cela. Et cette prescription technique d'écriture de matériaux, elle est faite aujourd'hui plus par des bureaux d'études. Sont-ils bien assurés pour ce qu'ils font? La question se pose réellement. Et il faudrait que ces bureaux d'études aillent voir leur assureur ou leur courtier, en disant voilà, je fais ci, je fais ça, est-ce que je suis bien assuré? Parce que le jour où ça se passe mal, c'est de la non-garantie, notamment pour la maîtrise d'œuvre, activité non déclarée, non garantie. Ça veut dire que l'entreprise paye sur ses fonds propres le sinistre. Certains assureurs feront de la règle proportionnelle pour certaines entreprises, mais c'est l'enjeu est-ce que je suis bien couvert pour ce que je fais? Excusez-moi, je suis un peu long. Je vous en prie. Maître Gélos, souhaitez-vous compléter? Non, je voudrais peut-être ajouter quelque chose, effectivement, tout ce qui est maintenance, milieu, rénovation, tout ça, en fait, il n'y a pas de garantie décennale, donc en gros, allez-y, c'est un peu ce que je dis tout le temps, l'utilisation en tête, c'est déjà aller là où il y a quasiment tas de sujets, donc pour la rénovation, et après, pour le reste, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été dit, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler, effectivement, bien sûr, l'approche des assureurs, c'est de dire, nous, on veut border notre risque. Donc en gros, une voiture neuve, c'est pas la même chose qu'une voiture d'occasion, donc on veut examiner ça différemment et ajuster potentiellement les primes. Mais le législateur, pour le coup, s'en mêle, puisque par exemple, pour la garantie des frais, c'est une garantie légale obligatoire. Et quand elle est obligatoire légalement, les juges considèrent que la cause de sécurité courante n'est pas opposable, en fait, et non écrite. Donc par exemple, si on est sur un sinistre où il y a eu du réemploi et le sinistre est lié au réemploi, mais où on était de toute façon en dommage ouvrage et en décennale obligatoire, de toute façon, l'assureur pourra dire moi, c'était pas couvert par les techniques courantes, que je lui dis, pour l'instant, aujourd'hui, en tout cas, il lui dit, je m'en fous. Donc, je pense que c'est important quand même aussi de le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, les juges, et ça va donc tout conduire sur le fait que les juges sont assez favorables aux maîtres d'ouvrage, et c'est clairement confirmé, mais ils sont aussi quand même pas forcément défavorables aux entreprises. On considère, en tout cas, quand on est dans un chantier où c'est sous garantie décennale obligatoire, la cause des techniques courantes est le gagnant de fait. Donc le réemploi sera pas dans ce cadre-là. Donc par exemple, même s'il y a 26, j'ai du mal à avoir un
nature décennale liée à un lavabo, mais en tout cas, voilà, il y aurait quand même de toute façon une couverture. Merci. On avait une question en haut. Oui, Ronan Le Roscoët, je fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est une question concernant les bureaux de contrôle. Et bon, je me mets à la position d'un maître d'ouvrage, il y en a plusieurs dans la salle, je pense, quand on a besoin de recruter son bureau de contrôle. Est-ce qu'il y a des missions, il me semble que ça a été abordé tout à l'heure, mais quelle est la mission clairement c'est une mission optionnelle, je pense, par rapport aux missions réglementaires. Donc, comment est définie cette mission et quand je dois choisir un bureau de contrôle, qu'est-ce que je peux demander comme référence ou pour m'assurer que ce bureau de contrôle a déjà travaillé sur du réemploi, connaît ce sujet et voilà, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour choisir son bureau de contrôle? Je vous en prie, Sarah Fruy. Oui, pour répondre, aujourd'hui, vous avez dans la salle Socotec, et je ne sais pas si elle peut contrôler là, c'est des bureaux de contrôle qui ont lancé en interne des démarches de développement de protocoles de qualification de matériaux. Et donc déjà, de savoir s'ils sont en R&D sur ces sujets, c'est la première chose. Et après, évidemment, c'est une mission complémentaire. Ouais. C'est leur demander de travailler aux côtés des bureaux d'études qui sont assurés avec leur... l'Euromaf, notamment, nous suit bien là-dessus. Pour aller tout du long dès la phase APS, APD, d'enclencher l'analyse des matériaux, quel protocole on va demander, quelles normes on attend sur chaque matériau. Je pense à des lavabos, en fait, ce qui est attendu, par exemple, pour l'école Balzac, c'est une hygiénisation. C'est qu'il faut qu'on teste, qu'on approuve, pas qu'on teste, mais qu'on approuve, qu'on a hygiénisé les sanitaires pour pouvoir les remettre dans l'école. Il n'y a rien d'autre de demander. Et un dernier point sur l'aspect juste réglementation et normes, parce que la réglementation, elle est obligatoire. La norme, elle est volontaire. Et la MAF disait que le réemploi, quand on est à l'identique de lavabo, finalement, on risque pas grand-chose parce que dans la norme, dans le DTU, on ne dit pas si ça doit être un réemploi ou neuf. On ne demande pas l'origine du matériau. Il répond à son usage, donc on peut le mettre. Maintenant, il faut, ce que demande le bureau de contrôle, de l'hygiéniser. Donc dans ces missions, le bureau de contrôle, il doit nous suivre jusqu'au chantier parce qu'au moment où on va déposer les matériaux, c'est pareil avec lui. On va devoir analyser les lots qui sortent et c'est là qu'on rentre dans nos dossiers de requalification avec lui. Donc c'est une grosse mission quand même. Monsieur le maire, et après une dernière question. Je me permets d'intervenir. Donc sur la normalisation, effectivement, tant que la norme n'est pas citée dans le marché, elle n'est pas rendue obligatoire. Mais dans le contrat d'assurance, la norme, c'est la référence de la technique courante. Technique courante, c'est DTU, normes, avis technique validé par la C2P, ATEX, recommandations professionnelles validées par la C2P. Ça, c'est le contrat qui définit ce que c'est la technique courante. Dès lors qu'on est en dehors de ça, comme on le voyait avec Maître Gélo, on est dans la notion de technique non courante qui, effectivement, n'engendre pas une non-garantie. Alors, certains assureurs font de la non-garantie. Certaines compagnies d'assurance mutualistes applique la loi à l'article L113.9, je crois, l'aggravation du risque, en disant si j'avais dû payer ce risque-là, vous auriez eu une majoration de cotisation. Comme vous ne m'avez pas déclaré le risque, je ne paye pas 100% du sinistre, je fais une règle proportionnelle. Donc c'est ça, cette notion-là. Mais donc la norme, le respect du DTU, si vous n'avez pas dans votre marché, vous n'êtes pas obligé de le respecter. Ça peut être intéressant à la marge. Mais vis-à-vis de votre assureur, si vous dites je ne respecte pas le DTU, vous sortez de votre contrat. Votre contrat, c'est un cadre dans lequel vous dites je respecte le DTU, les normes, les avis techniques, parce que c'est dans ce cadre-là que l'assureur maîtrise son risque et a analysé son risque pour une tarification donnée. Si jamais je suis le seul, je m'excuse, mais DTU, ça veut dire quoi? Document technique unifié. Merci. Je ne sais pas si ça doit être neuf ou en réemploi. Alors, excusez-moi, je vous en prie. dans le DTU, il y a en général un chapitre question. 4 sur les matériaux qui renvoie à une partie 2 qui renvoie aux normes des produits. Donc c'est par ce biais-là que je réalise un ouvrage conforme à un DTU avec des matériaux conformes à des normes. C'est dans ce système-là qu'on ne sort pas de la notion de technique courante. Et si je ne peux pas dire le produit est normé, eh bien, je ne respecte pas l'article 4 de la partie 1 du DTU, et donc je suis en technique non courante. D'où la requalification en disant, j'ai pas l'estampillage, mais j'ai fait tels essais, et donc je me rapproche de la norme, et c'est là où on va s'appuyer sur les contrôleurs techniques ou les qualificateurs pour dire, j'y suis, je suis à ça. Mais, par contre, je ne suis pas fabricant, donc je n'ai pas tous les moyens pour certifier tous les produits. On est d'accord, monsieur le maire, vous êtes là cet après-midi pour les ateliers? Au cas où on a encore des questions. Je suis à votre disposition. Je parlerai à bouche pleine celui-ci s'il faut.
Non, parce que je ne vais pas mentir que je n'ai pas suivi tout ce que vous avez dit, mais une partie, en tout cas, c'est pas pour dire que c'est pas clair, c'est juste là, quand ça commence à être assez technique sur les assurances. Je vous remercie, monsieur le maire, en tout cas. Oui, voilà votre question. Oui, Elsa Jessic, architecte. J'avais déjà entendu le fait de pouvoir séparer la fourniture et la pose des matériaux comme une possibilité de permettre aux entreprises de ne pas finalement garantir la fourniture. Et je ne sais pas dans quelle mesure voilà, c'est valide ou pas, et je voulais avoir un peu votre avis. Maître Gélo. Peut-être répondre Oui. juste sur ça, effectivement, non, ça c'est une exa, en fait, les entreprises sont toujours responsables de ce qu'elles posent, toujours. Le fait que ce soit fourni par un autre lot, ou par le maître d'ouvrage, ou par un fabricant, peu importe, ça ne change rien, comme ça change rien à la responsabilité de l'entreprise. En revanche, ce que souvent, ça a été mis en place, parce qu'en revanche, il y a des assureurs qui aiment bien, parce que potentiellement, ça permet justement d'avoir une autre entreprise qui se substitue un petit peu aux fabricants dans le schéma traditionnel, et où potentiellement on peut vérifier que ce lot-là est bien assuré pour cette fourniture, et donc ça permet de clarifier la chaîne de responsabilité. Donc encore une fois, ça permet de clarifier, mais ça ne change rien par la responsabilité des entreprises. L'entreprise va se faire la responsabilité de ce qu'elle pose, juste que là, il y aura potentiellement un recours récursoire contre ce lot 1 si le sinistre est lié à une défaillance de ces matériaux de propre. Excellent. Oui. Je vais compléter. L'entreprise paiera son assurance plus cher parce que son assureur dira, attendez, je vous engagez pour la fourniture et la pose. Vous n'avez vendu que votre main-d'œuvre, mais si demain l'ouvrage vient à périr, je devrais payer la main-d'œuvre et le matériau. Donc, dites-moi combien coûtent les matériaux, parce que je vais vous appeler une cotisation, néanmoins, parce que je sais que votre responsabilité, vous avez le petit doigt dans l'engrenage, votre responsabilité est engagée également pour les matériaux, avec potentiellement un recours contre le lot fourniture, mais ce recours peut être aléatoire, donc je préfère prendre la cotisation maintenant comme si vous faisiez la fourniture et pose. C'est vrai en responsabilité, c'est vrai en dommage ouvrage, sur l'ouvrage. Le coût de construction, il est diminué du coût des matériaux. Alors aujourd'hui, je parle pour demain où ça coûtera beaucoup moins cher de faire du réemploi. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas parce qu'il n'y a pas la massification. Alors peut-être qu'il y a des fois où c'est le cas, pardon. Mais pour l'assureur, s'il y a une perte d'assiette de cotisation, eh bien, il va essayer de la rattraper parce qu'il s'engage pour l'ouvrage dans son ensemble, y compris les matériaux de réemploi qui n'ont peut-être pas coûté cher parce que le maître d'ouvrage les a fournis, par exemple. Merci beaucoup à vous trois, même si c'est un peu frustrant, parce que j'apprécie l'énergie que vous apportez à cette table ronde et ces sujets qui sont très importants. Les enjeux sont assez, on les voit bien en plus, si justement on se trompe. Donc je vous remercie, parce que, et je souhaiterais qu'on puisse continuer plus, mais je dois lancer la prochaine table ronde. Donc merci Monsieur le maire, merci Elisabeth Gélo, Maître Gélo, merci Sarah Fruy.